C'est désormais officiel, Gabriel Bortoleto rejoint Sauber pour la saison 2025 de Formule 1, ou plutôt rejoint justement le projet Sauber Audi dans sa globalité par rapport à Gabriel Bortoleto, pilote brésilien, jeune pilote brésilien, champion de F3 2023 et leader actuel du championnat de F2 au moment où on se parle pour 3 petits points justement sur Isaac Hadjar. Il sera donc le futur coéquipier de Nico Hülkenberg la saison prochaine. Naturellement, il y aura donc 2 départs qui sont actés du côté de chez Sauber, à savoir Valtteri Bottas et Zhou Guanyu. On rentrera dans le vif du sujet plus tard par rapport à l'avenir de Valtteri Bottas et de Zhou Guanyu, bien évidemment en Formule 1. Mais concentrons-nous sur Gabriel Bortoleto, parce que c'est une excellente nouvelle pour la Formule 1 d'avoir un Gabriel Bortoleto en F1 pour comprendre justement le plus jeune pilote de la grille de F1 l'année prochaine. Il a 19 ans, c'est un 2004 justement de la grille. Il a 19 ans, Gabriel Bortoleto? Il a 19 ans, Gabriel Bortoleto. Non, il a 20 ans. Il a 20 ans, Gabriel Bortoleto. Il est né, c'est un 2004, et le 14 octobre 2004, justement, Gabriel Bortoleto. Donc il va avoir 21 ans quand il rentrera en Formule 1, puisque dans quelques jours, effectivement. Naturellement aussi, il est bon de penser à Théo Pourchaire. Théo Pourchaire ne sera donc pas pilote titulaire en Formule 1 la saison prochaine. On s'y attendait, bien sûr, il est bon de le noter. Mais on va comprendre pourquoi, on va comprendre ensemble justement pourquoi Théo Pourchaire n'a pas été choisi justement au profit de Gabriel Bortoleto, qui, je rappelle, Gabriel Bortoleto, vous le voyez par cette combinaison orange, est un pilote de la McLaren Driver Academy. Il n'est pas affilié du tout jusqu'à la fin de cette saison dans le giron Sauber. Pourtant il a été choisi. On va comprendre justement ensemble dans ce live et ce moment ensemble pourquoi Gabriel Bortoleto a été choisi pour rejoindre le projet Sauber Audi. La première chose à prendre en compte, c'est peut-être beaucoup dans le chat ne savent pas qui est Gabriel Bortoleto, qui, je rappelle, a 20 ans aujourd'hui. Dans quelques jours, il aura 21 ans, je le rappelle. 14 octobre, pour être précis. Gabriel Bortoleto, c'est un pilote qui est né c'est un homme qui est né en 2004, qui est un pilote notamment qui a débuté sa carrière en karting en 2012 dans le championnat brésilien. Et puis en 2018, il part un petit peu plus loin, notamment en championnat d'Europe de karting et notamment en championnat du monde de karting dans la catégorie OKG, notamment dans le championnat du monde de karting. Il termine 3ème du championnat d'Europe de karting et également aussi du championnat du monde de karting. Et puis notamment, il termine 2ème du WSK Super Masters Series en karting. Et puis il fait ses débuts en monoplace justement, Gabriel Bortoleto, et bien lors de la saison 2020 en F4 italienne avec Prema, la très relevée F4 italienne. Notamment, il me semble, Ilan, que Andrea Kimi Antonelli a également participé à cette F4 italienne qu'il a totalement martyrisé. Mais pour ce qui est de Gabriel Bortoleto, et bien le Brésilien en F4 italienne dès sa première saison, il fait 5ème du championnat dès sa première saison. Il me semble que en coéquipier, il fait équipe, oui, avec Sébastien Montoya, Gabriel Emini et Dino Beganovic, qui sont des très très bons pilotes, notamment Sébastien Montoya, et même bien sûr Gabriel Emini et Dino Beganovic. Gabriel Emini qui a terminé 2ème de la F3, si je me trompe pas, en 2024, cette saison avec la finale notamment du côté de Monza. Et Dino Beganovic aussi, qui est un pilote mini, qui est pilote de l'Alpine Academy, et Beganovic qui est un pilote de la Ferrari Driver Academy pour être bien précis. Et puis, dans ses faits d'armes, notamment durant cette saison de F4 italienne, il y a l'épreuve du Mugello qui a été mémorable, puisque dans cette épreuve, dans la F4 italienne en 2020, eh bien, il va chercher un triple podium sur cette même épreuve, et notamment une victoire sur la 2ème course. Et puis, il fait également 2 podiums sur l'épreuve de Monza, ce qui fait partie notamment de ses faits d'armes à Gabriel Bortoleto. En 2021, c'est intéressant parce qu'il monte en FRECA, la formule régionale européenne, le championnat d'Europe, on va dire ça, dans tout ça, qui est produit par Alpine justement, la FRECA. Et bien c'est pas une franche réussite, pour être honnête, pour Gabriel Bortoleto. C'est pas un pilote qui a tout le temps réussi en monoplace, il faut être tout à fait honnête. Il termine 15ème de sa première saison en FRECA, avec notamment le team de Fernando Alonso, parce que Fernando Alonso, vous allez y revenir après, mais il a une part importante dans la carrière justement de Gabriel Bortoleto. Et ben il termine 15ème de sa première saison en FRECA, et puis l'année suivante, en 2022, il fait une 5ème place au classement général avec Race GP, avec 2 victoires au compteur pour Gabriel Bortoleto. Et puis, donc, je le disais, l'année suivante, en 2023, eh bien, il concourt justement en F3. Première saison en F3, il n'est pas réellement
on va dire ça ainsi, un grand favori. Il est outsider, mais j'irais même je pense que le mot outsider à ce moment-là n'est pas réellement un mot pour le qualifier. Il fait partie des pilotes qui rejoignent la F3, mais pas réellement un pilote sur qui on s'attend sur qui on s'attend il va gagner le championnat. Et puis finalement, il gagne le championnat, Gabriel Bortoleto. Il gagne le championnat avec Trident dès sa première saison. Avec 2 victoires au compteur. Il a été extrêmement régulier justement, Gabriel Bortoleto. Si je reprends les statistiques de cette saison de FIA F3, il fait 2 victoires, 1 pole position, 3 meilleurs tours et surtout 6 podiums au total pour Gabriel Bortoleto, qui a montré une régularité, une consistance très intéressante pour aller remporter la F3 dès sa première saison. Et puis aujourd'hui, nous sommes en 2024, dans cette année 2024, et puis c'est là où réellement Gabriel Bortoleto a encore pris une énorme dimension, puisque dans cette saison, il est monté en F2 naturellement, et dans cette saison de F2, il est actuellement à 2 meetings de la fin de cette saison 24 de F2, et bien leader du championnat de F2 avec 3 petits points d'avance, donc on le disait, sur Isaac Adjar, Gabriel Bortoleto. Et de ce fait-là, il s'est montré naturellement comme un candidat pour être en Formule 1 l'année suivante, avec une grosse opportunité qui s'est créé du côté de chez Sauber, mais également dans l'univers Audi. Et ça va être intéressant de noter justement pourquoi Audi et pas seulement Sauber, justement. Du coup, vous le comprenez, il est proche de devenir champion, Gabriel Bortoleto, de cette saison de F2. Il reste 2 meetings, il a 3 points d'avance, mais quoi qu'il en soit, il pourrait faire quelque chose qui restera dans l'histoire des feeder series en monoplace, à savoir l'enchaînement champion de F3 dès sa première année et champion de F2 dès sa première saison, justement. À voir si cela peut arriver, mais en tout cas, Gabriel Bortoleto a déjà son avenir assuré en Formule 1, d'ores et déjà pour la saison 2025, en allant chercher ce baquet du côté de chez Sauber, justement. Si Adjar perd le titre de F2, il aura beaucoup de regrets, c'est sûr. Le premier pilote à faire F3, F2, F1. Oh, c'est une bonne question. Non, Leclerc l'a fait. Alors F3, F2, F1, dans cette appellation-là, aujourd'hui, puisque je rappelle que le championnat de Formule 2 s'appelle championnat de F2 depuis quelques années seulement, mais l'enchaînement F3, F2, F1 directement, ça n'est jamais arrivé dans les appellations en tant que telles. Dans l'histoire récente, du moins. Parce que Oscar Piastri, qui est devenu champion F3 puis F2, a eu une année de battement avant d'enchaîner avec la Formule 1. C'est un fait. Mais puisqu'il a été pilote de réserve, pilote de développement pour Alpine pendant une certaine période. Donc, d'une certaine manière, il faut le dire ainsi, Gabriel Bortoleto a fait mieux qu'un Oscar Piastri qui fait excellemment bien justement aujourd'hui en Formule 1, Oscar Piastri. Et c'est important de le noter. Maintenant, vous voyez clairement qui est Gabriel Bortoleto. Champion F3, F2, F1 la première année, franchement, Sifran, c'est vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel pour Gabriel Bortoleto. Franchement, c'est immense coup de chapeau. Et puis, donc aussi, par rapport à Gabriel Bortoleto, c'est pourquoi Sauber Audi, a choisi Gabriel Bortoleto. Il est important de prendre en compte que Gabriel Bortoleto est un pilote brésilien, un jeune pilote brésilien qui a montré d'excellentes choses, comme on le disait justement, par rapport à ses années en formule de promotion. C'est un pilote brésilien, et j'insiste réellement sur la nationalité de Gabriel Bortoleto. Il n'y a pas eu de Brésilien en Formule 1, il va devenir d'ailleurs le premier Brésilien en Formule 1, depuis 2017, depuis Felipe Massa, justement. Il va notamment rejoindre la longue lignée des pilotes historiques en Formule 1 qui sont brésiliens comme Felipe Massa, Ayrton Senna, Nelson Piquet. Il y a eu, pas un grand pilote, mais Felipe Nasser aussi, les Fittipaldi avec Emerson Fittipaldi aussi également. Mais depuis 2017, il n'y a pas eu de pilote brésilien en Formule 1. Et vous voyez quelque chose qui est justement ici. Regardez avec ma souris. C'est un sponsor. BRB, une banque brésilienne. Et bien cette banque brésilienne va beaucoup aider Gabriel Bortoleto à obtenir justement ce baquet en Formule 1. Et pour Sauber Audi, c'est un apport intéressant, puisque au-delà d'être très talentueux, parce que c'est un fait aujourd'hui, Gabriel Bortoleto est un pilote qui est très talentueux. On le voit par ses résultats en Feeder Series, sa consistance en F3 et sa persévérance en F2, parce qu'à un moment, Isaac Adjar avec Isaac Adjar en F2 cette saison, avait beaucoup d'avance justement sur Gabriel Bortoleto. Puis Bortoleto, il a fondu sur Adjar pour arriver à 2 meetings de la fin, être leader de ce championnat de F2. BRB, Banco BRB, qui est une banque brésilienne, apporte par rapport, on va dire ça ainsi, à Gabriel Bortoleto, aux dernières nouvelles, 8 millions. 8 millions d'apport sponsoring à Sauber, à Audi,
Ce qui n'est pas rien, et ça fait toujours du bien pour quelle que soit l'écurie d'avoir tout de même environ une dizaine de millions pour justement l'arrivée de Gabriel Bortoleto. Il y a aussi la faculté à ce qui peut, pour Audi, pour Sauber, mais pour Audi, de toucher encore une fois plus l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, et peut-être même, on va dire ça ainsi, l'Amérique du Nord, avec qui a une grosse communauté d'Amérique du Sud, ou d'origine d'Amérique du Sud aux États-Unis. Ça permet de toucher, marketingment parlant, quand même, il faut le dire, une bonne partie de l'Amérique du Nord, centrale et surtout du Sud, avec Audi et la vision de Sauber. Donc ça, c'est intéressant. Mais on va pas réduire Gabriel Bortoleto à ça, pour être tout à fait honnête. Ça serait insulter Gabriel Bortoleto de réduire au fait que c'est un pilote qui est soutenu. Mais ça montre justement qu'en Formule 1, et plus qu'avant, mais encore plus aujourd'hui, pour être pilote de Formule 1, il faut avoir un projet. Il faut avoir un projet au-delà de pilote sportif, mais un projet marketing et commercial. Que peut apporter un pilote aujourd'hui en Formule 1? Mais pourquoi rejoindre une écurie qui en ce moment n'a toujours pas marqué un point? Parce que et ça, on va y venir, ne t'inquiète pas Yed, pour justement rentrer dans les détails contractuels autour de Gabriel Bortoleto. Mais aujourd'hui en Formule 1, ça montre que cette arrivée de Gabriel Bortoleto, au-delà d'être un excellent pilote, il faut surtout être un pilote qui a un projet marketing et commercial. Que peut apporter un pilote marketingement et commercialement à une entité, à une marque? Je prends l'exemple de Sergio Pérez. Sergio Pérez, qui est catastrophique sportivement parlant du côté de chez Red Bull, et ce, pas seulement cette saison, mais même depuis 2022, on va dire ça ainsi. Donc ça fait 2022, 2023, 2024, où Red Bull, où Pérez, c'est compliqué du côté de chez Red Bull. Particulièrement en 2023 et encore plus en 2024. Certes, fin de saison, Pérez devrait quitter Red Bull. Mais il restait du côté de chez Red Bull, Sergio Pérez, parce que il apportait des sponsors absolument et magnifiquement, même j'ai envie de dire, très lucratifs. Faut quand même se rendre compte que Sergio Pérez du côté de chez Red Bull apporte à l'année entre 30 et 50 millions de dollars via les sponsors très lucratifs qu'il apporte justement à Red Bull, notamment le groupe Telmex. Il y a Telmex qui est notamment là. J'avais fait un TikTok justement par rapport à ça, et que je vais retrouver, qui expliquait justement pourquoi Sergio Pérez restait du côté de chez Red Bull. Il y a Telmex, il y a Patron, il y a Telquel, il y a Infinitium, il y a Interprotection notamment. Donc il y a beaucoup de sponsors très lucratifs qui sont là par Sergio Pérez. Je suis d'accord avec toi, Yed, c'est un tiers du budget cap de Red Bull qui passe par le sponsoring de Sergio Pérez, qui est intéressant. Donc c'est pour ça que jusqu'à maintenant, Sergio Pérez restait du côté de chez Red Bull. Franco Colapinto est aussi un exemple parfait, notamment par rapport à ça. Au-delà d'être un très bon pilote, Franco Colapinto, par rapport à ce qu'il a produit justement en Formule 1 depuis qu'il a remplacé Logan Sargent après le Grand Prix des Pays-Bas, donc son première course du côté justement de l'Italie. Franco Colapinto, au-delà d'être un excellent pilote talentueux, et c'est presque même un gâchis pour l'instant, au moment où on se parle, qu'il ne soit pas prévu d'être sur la grille en 2025, il apporte aussi beaucoup de budget à Williams. Rendez-vous compte que Colapinto, en l'espace de 4 courses, a apporté plus de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars à Williams. Et encore une fois, on parle de Williams. On parle de Williams, qui n'est pas une écurie la plus attrayante aujourd'hui en Formule 1. C'est pour ça que Red Bull aujourd'hui est fortement intéressé, et bien justement par Franco Colapinto, parce qu'ils comprennent justement du côté de chez Red Bull qu'un Colapinto est un pilote qui peut être extrêmement attrayant pour la marque Red Bull, et que si un Pérez part, il sera très intéressant d'avoir un Colapinto dans son univers Red Bull, marketingment parlant et commercialement parlant. Parce que ce sera nettement plus de 10 millions de dollars en l'espace de 4 courses. Sur une saison entière, vous avez un Colapinto dans l'univers Red Bull, les retombées économiques et l'apport économique sera nettement plus puissant par rapport à Williams, bien sûr. Colapinto, c'est un Pérez jeune, en gros, niveau rapport financier. C'est un petit peu ça, exactement, José Ramirez. Et donc, du côté de chez Sauber Audi, il y a ce même système marketing et commercial par rapport à Gabriel Bortoleto, notamment à sa banque BRB et plein d'autres sponsors qui vont nettement arriver. Parce que, encore une fois, il y a ce fameux adage qui dit, via je crois que c'est dans le Wall Street, qui dit, non pas dans le Wall Street, mais c'était un film avec Michael Douglas et Charlie Sheen, par le passé, qui disait l'argent appelle l'argent. C'est un petit peu ça. Là, les sponsors vont appeler les sponsors. L'arrivée de Bortoleto, brésilien, qui est un marché
très intéressant, et notamment le Brésil a de plus en plus envie de retrouver un pilote brésilien en Formule 1, et notamment les sponsors vont vouloir arriver encore plus du côté de chez Sauber l'année prochaine, notamment et bien sûr du côté de chez Audi, si ça se confirme que Bortoleto sera bien dans le projet Audi à partir de 2026. Ça n'a pas été annoncé officiellement par Audi, mais je vais rentrer dans les détails contractuels dans quelques instants. Mais tout ça va appeler justement, financièrement parlant, d'autres sponsors du côté de chez Sauber, prochainement Audi bien sûr. Donc déjà, il y a ces raisons-là de pourquoi justement Gabriel Bortoleto a été choisi par Audi Sauber pour l'année prochaine. Je dis bien Audi Sauber, pourquoi? Parce que même si c'est 2025, il faut savoir qu'aujourd'hui, la structure de Sauber est détenue par Audi. Donc c'est pour ça que dans les communiqués, il y a écrit que Bortoleto rejoint Audi alors qu'il est annoncé pour 2025. Et il y a aussi cette petite... il faut que je vous retrouve ça. C'est du point de vue contractuel. Parce que du point de vue contractuel, c'est intéressant ce qui est dit. Je dois vous trouver ça. Sauber Motorsports, exactement. Voilà. Il est annoncé par Sauber, officiellement, que Audi et Sauber Motorsport, donc Audi et Sauber, ont sécurisé l'un des talents les plus intéressants de ces prochaines années en Formule 1, Gabriel Bortoleto, qui aura 21 ans l'année prochaine, pour ses débuts en carrière en Formule 1, à côté de Nico Hülkenberg. Sauf que, si vous regardez ici, dans le communiqué justement de Sauber, ils n'ont pas officialisé la durée du contrat. Je sais que la Formule 1, de mémoire, la Formule 1, ils ont officialisé Bortoleto en F1 pour... Là, je vais prendre ça. Mais pour plusieurs années. Pour être honnête, soit c'est une erreur de la Formule 1, soit ils ont dit quelque chose. Parce que officiellement, et je réinsiste là-dessus, Sauber n'a pas annoncé officiellement, et donc Audi, que Gabriel Bortoleto avait rejoint Audi pour 2026. Il a rejoint Sauber pour 2025. Et même, je vais même aller plus loin. Je crois que Gabriel Bortoleto, il n'a pas été annoncé pour 2025 seulement aussi. Donc il y a un petit flou, j'ai envie de dire, sur la durée du contrat de Gabriel Bortoleto. Est-ce que c'est seulement pour 2025, mais également pour 2026? J'ai envie de penser, par rapport à toutes les déclarations qu'on a actuellement vis-à-vis de Gabriel Bortoleto en Formule 1, pour être honnête. Mais j'ai envie de penser que, très sincèrement, pour être honnête, que ce soit également pour 2026, parce que je vous lis la déclaration de Gabriel Bortoleto qui rejoint Audi. Il s'agit de l'un des projets les plus passionnants du sport automobile, voire de tous les sports. Rejoindre une équipe qui combine la riche histoire du sport automobile de Sauber et d'Audi est un véritable honneur. Je suis incroyablement reconnaissant de l'opportunité qui m'a été offerte par l'équipe et de la chance de travailler aux côtés d'un pilote expérimenté qui est Nico Hülkenberg. Je suis convaincu qu'ensemble nous écrirons notre propre histoire de réussite et c'est plutôt intéressant. Est-ce que ce sera comme Douane, 1 an de contrat? Pour être honnête, non, parce que encore une fois, j'insiste, c'est au niveau des déclarations. Et au niveau des déclarations, j'ai pas le sentiment que ce sera uniquement pour l'année prochaine. Même si ce n'est pas annoncé uniquement, ce n'est pas annoncé officiellement que Bortoleto a signé sur un... j'ai envie de dire sur un... que ce soit pour plus d'1 an. Honnêtement, au vu des déclarations, j'ai du mal à m'imaginer que ce soit seulement pour l'année prochaine. Ce sera plus long. Ce qui est intéressant aussi, ça veut dire que vraiment, Audi imagine par Gabriel Bortoleto que Bortoleto et Nico Hülkenberg est un line-up compétitif pour démarrer son avenir en Formule 1. Et c'est là où ça amène même une autre question. Est-ce que Audi a raison d'engager un Gabriel Bortoleto plutôt que un Théo Pourchaire ou un Mick Schumacher? Et est-ce que même Gabriel Bortoleto n'est pas un choix de seconde zone? Pourquoi? Parce que je parle du point de vue d'Audi uniquement. Et je parle vraiment du point de vue d'Audi, sans remettre en question Gabriel Bortoleto, encore une fois. Je parle du point de vue d'Audi.
Audi, à la base, il voulait Carlos Sainz. Il voulait Nico Hülkenberg et Carlos Sainz. Carlos Sainz a pris peur vis-à-vis du projet Audi par rapport au retard assez massif, on va être honnête, par rapport au projet Audi vis-à-vis du moteur et vis-à-vis aussi de la structure de l'écurie et notamment les... il faut le dire aussi parce que du côté de chez Audi en interne, il y a eu toute la remise en question de la direction de l'écurie avec Andreas Seidl et Oliver Hoffmann. Puis parce que je vous rappelle que Mattia Binotto est à la tête de l'écurie désormais depuis seulement quelques mois, après l'éviction du projet de Andreas Seidl et de Oliver Hoffmann, parce que les deux ne s'entendaient pas, se chamaillaient énormément. Audi a fait l'erreur de les associer parce que en ne sachant pas réellement qui est le patron de l'écurie, le patron du projet Audi F1, pour finalement leur dire on veut pas vous départager, donc vous voulez tous les deux virer, on prend Mattia Binotto. Voilà. Voilà l'histoire par rapport à ça. Donc, dans tout ce contexte-là, dans tout ce conflit-là, t'as un gars Carlos Sainz qui a... t'as un Carlos Sainz qui a pris peur par rapport à tous les problèmes qu'il y avait en interne du côté de chez Audi. Pensez qu'il a quand même pris en compte que Williams a réussi à shipper un immense constructeur automobile qui est Audi. Un Carlos Sainz qui est l'un des pilotes les plus capés en termes de Grand Prix et même un pilote vainqueur de Grand Prix en Formule 1 quand même. Carlos Sainz, c'est l'un des meilleurs pilotes qu'on puisse avoir aujourd'hui sur la grille, Carlos Sainz. Bon, ils ont essayé aussi Esteban Ocon du côté de chez Audi. Finalement, Esteban Ocon a préféré aller du côté de chez Haas, Toyota Haas F1 Team, qui est un projet très attrayant aussi. Ils auraient tenté Pierre Gasly qui aurait refusé. Bref. Il y a eu beaucoup et massivement de refus de Sauber, Audi, par de nombreux pilotes. Bon. Et là maintenant, tu arrives à une situation, il ne te reste pas beaucoup d'options. Il ne te reste pas énormément d'options. Parce que il y avait le choix de garder Valtteri Bottas du côté de chez Audi Sauber, donc avoir une paire expérimentée, il faut le dire, hein, entre Nico Hülkenberg qui a plus de 38 ans et un Valtteri Bottas qui est pas si jeune non plus, Valtteri Bottas. Finalement, Bottas, d'ailleurs, pourquoi ça avait coincé avec Bottas? Puisque pour rappel, Bottas avait dit il y a quelques mois de ça qu'il était sûr à 99% d'être sur la grille l'année prochaine. Bon, il ne le sera pas. Factuellement parlant, il ne le sera pas en tant que pilote titulaire l'année prochaine, Valtteri Bottas. Où est-ce qu'il sera l'année prochaine? On en parlera après. Mais, finalement, on prend Gabriel Bortoleto. C'est en là où je me dis... Bah ouais, Gabriel Bortoleto est un peu un choix de seconde zone, est un troisième, voire un quatrième choix. Mais, encore une fois, tout bénéfique pour lui. Et je pense que c'est mérité de voir un Gabriel Bortoleto en Formule 1. Parce qu'au-delà d'être un choix, un deuxième ou un troisième choix, bon, il a montré tout ce qu'il fallait montrer en Formule de promotion, du moins en F2 ou en F3, pour pouvoir être en Formule 1. Et c'est tout à l'honneur de Sauber de promouvoir un pilote, même s'il n'est pas de son giron, du giron Sauber, de promouvoir un pilote qu'est Gabriel Bortoleto, jeune pilote, en Formule 1, et de tenter le pari de prendre un Gabriel Bortoleto. Chapeau, justement, à Mattia Binotto, qui a choisi un Gabriel Bortoleto. Donc ouais, mais surtout, s'ils annoncent qu'il est heureux de rouler pour Audi, c'est donc pas en 2026, aussi vu que Audi n'est pas là l'an prochain. Alors Jean-Bastien, merci beaucoup pour ton follow. Pour redire ce que j'ai dit tout à l'heure, et pour ceux qui viennent d'arriver, faut savoir que Audi est impliqué en Formule 1 aujourd'hui, dès maintenant, aujourd'hui, parce que la structure de Sauber est détenue par Audi aujourd'hui. Et donc, de ce fait-là, techniquement, oui, il va piloter pour Audi l'année prochaine, pour la structure d'Audi l'année prochaine, même si le nom de l'écurie ne sera pas Audi, pour être honnête. McLaren aura sans doute fait un prêt par Sauber. Alors non, il y a eu un accord, ça c'est sûr et certain, entre McLaren et Sauber Audi. Maintenant, quelle est la nature de l'accord? Il n'est pas acté. Sachez que McLaren a quand même dit auparavant qu'il n'empêcherait pas Bortoleto de signer dans une quelconque écurie. Il ne voulait pas entraver son avenir en Formule 1, Gabriel Bortoleto. Et ce qu'ils ont fait. Et c'est tout à l'honneur de McLaren de libérer potentiellement un Gabriel Bortoleto, alors que c'est un pilote qui est extrêmement talentueux dans son giron. En son giron, justement, un Gabriel Bortoleto pour McLaren. Maintenant, il y a une autre question qui arrive. Est-ce que Gabriel Bortoleto du côté de chez Sauber, ce serait pas quand même un cadeau un petit peu empoisonné? Ou une opportunité plutôt empoisonnée, pour être honnête? Est-ce qu'avoir un Bortoleto, est-ce que pour Bortoleto, être chez Sauber en 2025, c'est pas une opportunité sacrément empoisonnée? Pourquoi je dis ça?
Parce que faites les comptes quand même pour justement Sauber. Gabriel Bortoleto va donc débuter sa carrière en Formule 1 l'année prochaine avec Sauber, potentiellement même, et normalement il devrait continuer sa carrière en Formule 1 avec, dans le projet Audi avec 2026, 2027 notamment. Il est dit justement pour Gabriel Bortoleto qu'il a un contrat sur plusieurs années. Mais pour commencer sa carrière en Formule 1, Gabriel Bortoleto, il sera du côté de chez Sauber. Sauber qui produit l'une des pires saisons de son histoire en Formule 1 et peut-être même de l'histoire de la Formule 1 en tant que telle au niveau des écuries. Parce que Sauber aujourd'hui, c'est une équipe de F3 en Formule 1. Ils sont nuls, mais nuls. C'est une saison qui est absolument désastreuse. C'est la seule écurie qui n'a pas inscrit le moindre point. 10e et dernière écurie au classement constructeur en Formule 1 avec 0 points au compteur. Ils sont à des années-lumière de la concurrence qui leur devrait même être directe, de la 9e écurie qui est au classement constructeur, qui je crois est Williams. Ils sont à des années-lumière, allez on va dire de Williams, de Visa Cachaperbe, ou même d'Alpine justement. Ou même d'Alpine. Vraiment, c'est mauvais au plus possible du côté de chez Sauber. Et je vais aller plus loin. Parce que ce qui m'inquiète beaucoup vis-à-vis de Sauber en 2024, c'est que dans de 13-14 mois, cette même écurie va devenir Audi. Va devenir écurie officielle, constructeur d'Audi. Et j'ai du mal à visualiser qu'une écurie aussi mauvaise aujourd'hui et désastreuse aujourd'hui en termes de performance devienne une écurie compétitive en 2026. Puisque je rappelle que même que c'est compliqué, et de ce qu'on comprend, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui pour Audi d'attirer des têtes pensantes du côté aujourd'hui c'est très compliqué pour Audi d'attirer des têtes pensantes compétentes dans l'univers Audi, dans le staff d'Audi, vis-à-vis de leur avenir en Formule 1 pour fédérer un projet très intéressant. Donc c'est pour ça que, à l'heure actuelle, je suis un petit peu réticent, ou du moins je n'ai pas une extrême confiance, plus maintenant du moins, au vu du projet Audi, au vu de la manière dont ça se déroule en interne du côté de l'écurie. Et pour Gabriel Bortoleto, justement, parce que c'est le sujet principal, mais justement pour Gabriel Bortoleto, est-ce que s'engager avec Sauber en 2025 et futur Audi en 2026, c'est pas une opportunité sacrément empoisonnée quand tu vois la situation de l'écurie? Il faut bien un dernier dans un championnat. McLaren a remonté en un an. Oui, McLaren a une histoire en Formule 1. Avec tout le respect que j'ai pour Audi, ils ont une histoire en sport auto, mais pas en Formule 1. C'est différent. C'est nettement différent. C'est sacrément différent. C'est ça aussi. Donc, il y a cette réticence d'une certaine manière. Bon, après, je pense que pour du 25, que ce soit pour Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, bon, on va pas aller... ce 2025, on les oublie, hein, ça restera bien derrière. Même si j'espère que Mattia Binotto arrivera à tout faire bousculer, très sincèrement. Et puis je rappelle que Audi est empiétré, sans piètre ou est sans... Bref, Volkswagen est à l'intérieur d'un gros scandale. Audi qui est gros Volkswagen qui est fortement impliqué dans un gros scandale interne que ça ne vous a forcément pas échappé. Audi a gagné le Dakar à la 3e saison, donc c'est possible. Alors pour être honnête, comparer le Dakar et la Formule 1, c'est pas le même budget. Hein. La Formule 1, c'est des milliards investis. Hein. Alors vraiment, Audi part quasiment de zéro. Il rachète une structure qui est Sauber, mais il faut absolument moderniser. Et jusqu'à maintenant, Sauber ne se battait pas pour venir gagner des championnats. Non, mais pour dire qu'ils savaient voler, très sincèrement, non. Encore une fois, la Formule 1, c'est incomparable. C'est absolument incomparable. C'est incomparable par rapport au WEC, c'est incomparable par rapport au Dakar, c'est incomparable aussi d'ailleurs, puisque Audi est impliqué dans le championnat, mais en Formule 1, non. C'est pas comparable. Donc avant de voir Audi être compétitif en Formule 1, va falloir bien attendre, hein. Au vu de la situation en interne de l'écurie. Je réinsiste sur un point, et tu as bien raison Elsie, je vais lire ton message juste après, mais rendez-vous compte juste d'un point par rapport à Audi. Audi commence dans moins de 13 mois son histoire en Formule 1.
officiellement. Regardez ce qui s'est passé il y a seulement quelques semaines. Les patrons d'Audi ont viré ceux qui étaient à la tête du projet, et du moins l'une personne qui était à la tête du projet depuis le début. À savoir Andreas Seidel et Oliver Hoffmann. Les deux ont été virés parce qu'ils se chamaillaient et aussi, en même temps, le projet n'avançait pas parce qu'ils se chamaillaient. Ils ont beaucoup de retard à Audi. Donc au-delà même de Gabriel Bortoleto et de Nico Hülkenberg, je vais pas essentiellement juger Gabriel Bortoleto ou même Nico Hülkenberg. Moi ce que je juge c'est la structure de l'écurie. Et à l'heure actuelle, de ce que l'on comprend, de ce que l'on lit, mais également du recrutement qui est très difficile pour de tête pensante dans le projet Audi. Ouais, c'est signe de croix et tout, hein, et on va espérer qu'à Audi ça se passe bien, hein, mais ça va être très compliqué. Hein. Non, en vrai, donc du coup, Elsie disait, j'espère que tu vas bien, Elsie. En vrai, le projet Audi est compétitif d'ici 2030, pas avant IMO 2028, si grosse. Ouais. Et encore. Mais il va l'être au bout d'un moment, c'est Audi en termes d'histoire vroom vroom, on est quand même sur le top tier. Rallye Le Mans, Dakar, etc. Il n'y a pas de raison qu'ils réussissent pas en Formule 1. Oh, il y a des raisons. C'est pour ça que. Moi, je réitère ce que j'ai dit avant. Pour moi, encore une fois, la Formule 1, c'est incomparable en termes d'investissement. En termes d'investissement financier, en termes d'investissement, en termes de structure, justement. Je ne doute pas que Audi réussira. Par contre, c'est sur la temporalité où ça risque d'être long. Je donne un exemple. Et Carlos Sainz n'a pas rejoint Audi parce qu'il a compris, sincèrement, je pense qu'il a compris que avant que Audi soit compétitif, ce sera peut-être après sa carrière en Formule 1. Après sa carrière en Formule 1. Je rajouterai un point par rapport à ce que tu as dit. Elsie, le groupe Volkswagen, frère, l'investissement, il sera là quoi qu'il arrive. C'est le plus gros groupe auto au monde. Je ne doute pas de ce que tu dis sur le deuxième message, par contre, l'investissement ne fait pas tout. J'explique pourquoi. Déjà, du point de vue moteur F1. Moteur F1, Audi n'a jusqu'à ce moment-là aucune expérience. C'est un fait. Ils construisent un moteur pour du 26, mais ils n'ont pas l'expérience Formule 1. Je dis pas qu'ils ne réussiront pas. Attention. Par contre, moi je parle du point de vue châssis. Où est l'usine de châssis d'Audi en F1 ? InWheel en Suisse. De ce que j'ai appris, aujourd'hui, Sauber n'arrive pas à recruter de tête pensante parce qu'ils sont en Suisse. Parce qu'ils sont en Suisse. Et aujourd'hui, la majorité des écuries sont en Angleterre, bien sûr, ça on l'a vu, même Mercedes d'ailleurs, tout était en Angleterre pour Mercedes, il n'y a aucune part Formule 1 motorsport, enfin aucune part Formule 1 du côté de l'Allemagne à Daimler, mais tout se passe en fait en Suisse. Et il y a beaucoup d'ingénieurs et de têtes pensantes qui ne veulent pas s'engager avec Sauber par le problème qui est justement la localisation de la structure de Audi châssis. Et ça, c'est un problème. Je vous redonne un exemple. Je l'ai appris hier. Je ne vous dirai pas de qui il s'agit. Mais j'ai appris hier que il y avait... je ne sais pas si vous avez vu notamment, mais il y a les ingénieurs Viry-Châtillon d'Alpine, donc Renault, qui faisaient les moteurs Renault en Formule 1. Le moteur... comment ça s'appelle le projet moteur F1. Enfin, pas le projet, mais la fourniture de moteurs Renault en Formule 1 a été annulée pour 2026, et donc maintenant les employés de Viry-Châtillon, soit ils restent, soit ils partent. Sachant que Luca De Meo a annoncé officiellement qu'il n'empêcherait pas les ingénieurs d'Alpine F1, moteur Renault, de partir pour s'envoler vers d'autres horizons en Formule 1. Donc pour aller chez Ferrari, Mercedes, Honda, peut-être même d'ailleurs Red Bull Powertrain avec le partenariat avec Ford pour le futur. Eh bien j'ai appris, par exemple, pour donner un exemple justement par rapport à ça, que de hauts représentants ou des personnels haut placés vis-à-vis de Viry-Châtillon par rapport au projet moteur Renault, qu'ils avaient eu des entretiens avec Ferrari et que certains d'entre eux ont finalement décliné la proposition de Ferrari. Pourquoi ? Parce qu'il fallait déménager à Maranello. Il fallait déménager en Italie, il fallait déménager à Maranello. Donc, si c'est si difficile déjà de déménager à Maranello alors que tu pourrais rejoindre Ferrari,
Bah, t'imagines bien que pour déménager du côté de Hinwil en Suisse, au fin fond de la Suisse, où c'est complètement paumé comme pas possible, pour ceux qui connaissent pas Hinwil, mais il y a rien autour, c'est n'importe quoi. Autant vous dire que je comprends pourquoi Audi Sauber a du mal à recruter, même si le projet est très attrayant. Je suis d'accord avec ça. Audi, on parle de Audi, structure majeure dans l'automobile et dans le sport automobile. Voilà. C'est quand même pas rien, mais c'est compliqué vis-à-vis du projet Audi. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée et un ordre d'exemple, justement. Ils ont validé une rallonge de budget pour ça, Audi. D'ailleurs, la FOM et FIA ont arrangé le coup pour ça, pour le problème des salaires. Ils ont validé une rallonge de budget pour ça, pour Audi. Oui et non, la Suisse profonde, je suis pas d'accord. Alors, Hinwil, pour avoir aussi discuté avec des gens qui étaient proches de Sauber à l'époque, ils m'ont dit que Hinwil, c'est un peu compliqué pour y aller, quoi. Donc ouais. Et d'ailleurs, tu parles, Malcolm, de rallonge des budgets pour ça. Audi, la FOM et la FIA ont tout intérêt à arranger le coup pour ça par rapport au problème des salaires, notamment, parce que ce serait un échec sportif, social et économique de voir Audi, j'ai envie de dire, se cracher en Formule 1, rater son entrée en Formule 1. Il est impossible pour la Formule 1 de voir un constructeur comme Audi être mauvais en Formule 1. Si Audi en Formule 1 en 2026 est mauvais, n'est pas bon, n'est pas au niveau, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que là, on aurait refusé, genre même pareil, on aurait refusé Andretti, on aurait tout refusé pour mettre un Audi qui est mauvais. Qui est mauvais. En soi, c'est seulement à 30 minutes de Zurich, je pensais ça plus loin. 30 minutes de Zurich, c'est... Pour vous donner un exemple, dans les usines de Formule 1 en Angleterre, les habitants, ils habitent moins loin, tu vois. Mais bon, mais j'avoue que 30 minutes, c'est pas si loin non plus. Moi, de ce qu'on m'avait dit, c'était vraiment que c'était une galère pour y aller, Hinwil. Mais bon. Justement, c'est le contre-exemple parfait. Il y a beaucoup d'autres groupes qui ont réussi, Mercedes, Renault, Honda avec les moteurs, etc. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Après, Mercedes, ils sont... Ouais, Mercedes sont impliqués en Formule 1 depuis très très longtemps quand même. Renault aussi, Honda aussi, d'une certaine manière. Bon, après, voilà. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Malcolm. Andretti les attend au tournant. Ça, c'est sûr et certain. Il y a aussi un point important, c'est l'association Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto. Parce que on parle beaucoup, est-ce que c'est une bonne nouvelle de Bortoleto d'être en Formule 1? Mais si on regarde le line-up en tant que tel, Gabriel Bortoleto associé à Nico Hülkenberg, est-ce que c'est une association si bonne que ça? Est-ce que c'est une bonne association de voir Gabriel Bortoleto est-ce que c'est une bonne chose de voir Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg associés dans le projet Audi, ou du moins le projet Sauber Audi, justement en Formule 1 à partir de la saison 2025 de F1? Parce que comme on l'a vu, du coup, Bortoleto a été officialisé du côté de chez Sauber Audi à partir de la saison 2025 de Formule 1, mais au mois d'avril dernier, au mois d'avril justement 2024, Nico Hülkenberg avait été officialisé d'ores et déjà par Sauber Audi pour entrer dans le projet du constructeur allemand, un pilote allemand dans le projet du constructeur allemand. Puis il y a eu Sainz, puis il y a eu puis il y a eu la potentielle signature de Sainz, puis la potentielle signature d'Esteban Ocon, tous les deux ont refusé, et maintenant on a Gabriel Bortoleto. Bon, bah finalement, quand tu regardes le line-up Bortoleto-Hülkenberg, bah c'est très intéressant. Tu as l'association de l'expérience de Nico Hülkenberg, qui certes n'a toujours pas fait de podium en Formule 1, mais quand tu vois la saison 2024 de F1 de Nico Hülkenberg, c'est peut-être l'un des pilotes qui fait l'une des meilleures saisons, il faut le dire ainsi, en Formule 1 avec une modeste as, quand même, Nico Hülkenberg. Et puis quand tu regardes Gabriel Bortoleto, tu as la jeunesse. La jeunesse, l'insouciance, la réflexion et la lucidité pour amener justement un certain vent de fraîcheur dans un projet qui a beaucoup, j'ai envie de dire, d'espoir. Parce que Gabriel Bortoleto, on parle quand même d'un pilote qui a remporté coup sur coup, dès ses premières saisons, la F3, puis la F2. Bon, plutôt, mais
On parle quand même de Gabriel Bortoleto plutôt. Gabriel Bortoleto, on parle d'un pilote qui a gagné la F3 dès sa première saison et potentiellement la F2 dès sa première saison. Il a actuellement 3 petits points d'avance sur Isaac Adjar à 2 courses de la fin. Et il fait une saison de F2 absolument étincelante, Gabriel Bortoleto. Et donc de ce fait-là, tu as une association de l'expérience de Nico Hülkenberg, qui est un pilote qui a plus de 37 ans, et Gabriel Bortoleto qui aura 21 ans, qui débutera sa carrière en Formule 1 l'année prochaine avec Sauber, futur Audi. Je pense que c'est un line-up qui peut faire du bien à Sauber, Audi, très sincèrement. Je pense que c'est un line-up qui est même meilleur que Bottas et Joe, où je trouve que ça stagnait beaucoup, même si l'écurie est catastrophique cette saison, hein, je suis d'accord avec vous, en 2024, je trouve que ça manquait peut-être un peu de peps, ou ça manquait de renouveau un petit peu, d'avoir un line-up Bottas Joe à nouveau pour 2025, pour être honnête. Et même de garder Bottas 2025, je trouve que ça aurait pas été si intéressant que ça. Là, un Bortoleto Hülkenberg, t'as un line-up très intéressant qui peut parfaitement fonctionner. Bortoleto a dit qu'il avait hâte justement de travailler avec un pilote aussi expérimenté que Nico Hülkenberg. Je pense que Nico Hülkenberg doit être heureux aussi de pouvoir collaborer avec un Bortoleto qui a soif d'apprendre, et tous les deux ont envie de bien représenter Audi en Formule 1. Pour l'avenir, un line-up aussi j'ai envie de dire aussi intéressant que ça va être réellement bénéfique pour Sauber Audi, pour Audi particulièrement, et même bénéfique pour le duo en tant que tel. Et je trouve que ce line-up là peut avoir une belle réussite, du moins en Formule 1 à une certaine mesure, encore une fois, pour la construction de base d'Audi en Formule 1. Encore une fois, Audi va débuter son histoire en Formule 1 en 2026. Et avoir un line-up de cette manière, un line-up composé de Bortoleto et Hülkenberg, je pense que c'est un bon début pour poser les bonnes bases pour son avenir en Formule 1, justement pour Audi. Et Nico Hülkenberg, c'est pas le genre à se batailler avec son mec. Oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'aussi que c'est ça, c'est que je pense qu'on a un line-up Bortoleto Hülkenberg qui est très intelligent. Notamment Nico Hülkenberg, qui n'est pas un pilote qui a envie de se battre, de faire des coups bas avec son coéquipier ou même à l'écurie. Je pense qu'on est sur un pilote qui est extrêmement intelligent et qui sait comment fédérer une écurie et comment amener une écurie sur le devant de la performance. Je prends l'exemple de Hülkenberg en 2024 avec Haas. Il fait en sorte que tout le monde soit à l'aise pour que l'écurie puisse avancer en termes de performance. On le voit juste avec Magnussen, hein, les deux n'étaient pas censés s'apprécier énormément auparavant. Maintenant, ils s'apprécient énormément et ils aident l'écurie. Grâce aussi à Nico Hülkenberg qui fait un très bon taf et qui met Haas dans des bonnes dispositions avec une modeste voiture. Là, pour Audi, tu as l'opportunité d'avoir un Hülkenberg, t'es très content, avec un Bortoleto qui a soif d'apprendre et qui ne va pas faire des coups dans le dos, justement, Bortoleto. Au contraire, c'est un pilote qui est très humble des dires de Fernando Alonso. Eh bien, à voir comment les choses évolueront avec l'association Bortoleto-Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg qui est toujours là pour construire des écuries. C'est un petit peu ça. C'est même clairement ça d'ailleurs. C'est le cas de Magnussen au début par exemple. Même si je ne doute pas que Hülkenberg sera intéressant pour le développement de la voiture 2026. Nous disons et oui, je suis d'accord avec toi. Il y a ça aussi. C'est que Hülkenberg arrive en 2025 du côté de chez Sauber. Audi a besoin de Hülkenberg pour construire justement une nouvelle réglementation et réfléchir à comment faire la voiture de 2026 avec la nouvelle réglementation, avec les investissements massifs d'Audi. C'est crucial d'avoir un Nico Hülkenberg qui peut t'aider, mais également la jeunesse et la fougue d'un Gabriel Bortoleto qui est très intéressant par rapport à sa performance et à son talent qu'il a pu avoir en F3 quand il remporte la F3 dès sa première saison, et en F2 bien sûr par rapport à ce qu'il a montré, où il est justement leader de la F2 avec 3 points d'avance à 2 courses de la fin sur Isaac Adjar par exemple. Et donc pour toutes ces raisons là, Bortoleto Hülkenberg, c'est une excellente opportunité, c'est un excellent line-up vis-à-vis de l'avenir d'Audi en Formule 1. Nico Hülkenberg est toujours là pour construire les écuries. Hello pour Sauber Audi, seul l'avenir nous dira si ce sera un duo bénéfique pour eux. En revanche pour Bortoleto, ça le sera, car il apprendra beaucoup aux côtés de Nico Hülkenberg. Justement nous dit Zankiri dans le chat. Alors il y a aussi le fait que, et c'est un point important, et malheureusement pour nous Français, il n'y aura pas d'arrivée de Théo Pourchaire en Formule 1. C'est un moment important à prendre en compte parce que Théo Pourchaire qui ne vient pas en Formule 1, c'est quand même une mauvaise nouvelle. Mais la question est, pourquoi Théo Pourchaire n'a pas été choisi par Sauber Audi
pour 2025? Pourquoi il n'a pas du tout été choisi pour être pilote? Pourquoi il n'a pas été choisi, le français, pour être pilote titulaire en Formule 1 dès la saison 2025 de Formule 1 par Sauber Audi? C'est une question. Il faut remettre l'église un petit peu au milieu du village. Il faut être honnête, il faut remettre l'église au milieu du village. Ce n'est pas la faute de son talent. Ce n'est pas à cause d'un manque de talent. C'est faux. C'est strictement faux. C'est une question plus de timing et de budget. Bah exactement, Sankiri. Parce qu'en fait, si je vous prends l'exemple de Gabriel Bortoleto, je vous arrête, je vais mettre un haut là tout de suite. Ce n'est pas une question de... C'est pas Théo Pourchaire ou Gabriel Bortoleto. Je vais pas dire que Pourchaire a plus de talent que Gabriel Bortoleto. Non. Bortoleto est talentueux et performant, mais il a aussi du budget. Il a du sponsoring derrière lui. Et ça change tout. Parce qu'un Théo Pourchaire aujourd'hui, il est certes extrêmement talentueux, il est certes extrêmement performant, c'est le plus jeune vainqueur de course en F2 de l'histoire de la F2, justement Théo Pourchaire. Il est champion de F2, certes dans sa 3e saison, mais il a été champion à l'âge de 20 ans, tout comme Charles Leclerc et également par exemple un George Russell. C'est pas des peintres, hein, Charles Leclerc et Théo Pourchaire et George Russell tout de même en Formule 1, c'est pas des peintres, hein, Théo Pourchaire, c'est pas des peintres, pardon, Charles Leclerc et George Russell, tout de même, on le voit aujourd'hui en Formule 1. Mais la problématique, c'est que le seul soutien massif de Théo Pourchaire, c'est Intermarché. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Intermarché, tu vends pas des milliers, tu peux vendre beaucoup de viande, tu peux te vendre beaucoup de salade, tu peux vendre beaucoup de pépitos, mais tu peux pas vendre un projet en Formule 1, pour être honnête, pour Théo Pourchaire avec Intermarché. À la différence de Gabriel Bortoleto, par exemple, au Gabriel Bortoleto, il y a un projet sportif, mais un projet aussi marketing et commercial. La force de Gabriel Bortoleto, c'est qu'il apporte du talent et de la performance, mais il apporte aussi, bien sûr, un soutien financier très intéressant, notamment avec la banque BRB, qui apporte une dizaine de millions d'euros, qui va apporter une dizaine de millions d'euros à Sauber Audi dès la saison prochaine, et notamment avec d'autres sponsors qui vont arriver, qui voudront investir provenant du Brésil ou d'Amérique du Sud. Parce qu'il y aura une part d'attrait très importante de l'Amérique du Sud qui aura envie d'investir pour se montrer sur son meilleur visage en Formule 1, qui est la plateforme marketing et commerciale l'une des plus puissantes au monde sportivement parlant. Bah pour la France, autant vous dire qu'il y a des groupes français qui ne veulent pas investir en Formule 1 et qui ne veulent pas soutenir leurs pilotes. C'est ça aussi la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui la France n'a pas envie réellement d'investir par les sponsors en Formule 1. Et donc Théo Pourchaire est en quelque sorte victime de tout ça, parce que face à un Gabriel Bortoleto, il a même dit ouvertement, hein, Théo Pourchaire. Hein. Théo Pourchaire l'a dit ouvertement dans les médias, il a dit « J'ai que mon niveau, j'ai que mon talent, j'ai que ma performance, mais je n'ai pas de sponsor. Je n'ai pas d'argent pour me soutenir en Formule 1. » Un point, c'est tout. Et c'est ainsi malheureusement pour Théo Pourchaire. Et c'est pour ça que Théo Pourchaire n'a pas été choisi, et que Audi et Sauber a choisi un Gabriel Bortoleto plutôt qu'un Théo Pourchaire, malheureusement. Malheureusement pour les Français. Voilà. Même les autres sports en France, c'est pareil. Tous les pilotes français d'une manière globale ne sont pas assez soutenus par des gros sponsors du genre Total, et c'est bien dommage. Mais je vais même aller plus loin. C'est Luca De Meo, alors on en pensera ce qu'on voudra de Luca De Meo, mais il a dit quelque chose de très intéressant vis-à-vis des sponsors français. Luca De Meo, qui est le patron du groupe Renault, avait parlé du fait que on lui a reproché de ne pas avoir fait un Ferrari à la française comme il l'avait promis. Mais il a donné une explication, Luca De Meo. Il a dit en fait qu'en gros, il n'avait pas fait de Ferrari à la française parce qu'il allait toquer à la porte de nombreux sponsors, de nombreuses marques en France, et aucun sponsor n'a voulu investir, n'a voulu soutenir Alpine. Personne. Aucun sponsor. Donc, qu'on soit d'accord, oui ou non, avec Luca De Meo, par rapport notamment à l'arrêt du programme moteur Renault, c'est une chose. Par contre, moi je suis d'accord avec lui sur ça. Je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est pas normal que on nous sorte que oui, on a envie de mettre en avant les valeurs françaises dans le monde, notamment en passant par la Formule 1, qui est l'une des plateformes marketing commerciales les plus importantes dans le sport aujourd'hui, au monde. Et malheureusement, la France ne veut pas investir. La France est clairement en retrait dans l'investissement en sport en général. Je suis pas tellement d'accord avec toi, parce que quand tu regardes aujourd'hui, je vais dire LVMH.
LVMH, c'est qu'un groupe, c'est l'un des plus gros groupes au monde, bien sûr. Mais LVMH ne peut pas faire tout seul. Ne peut pas tout faire tout seul. LVMH, eux, ils ont préféré s'investir en Formule 1 avec la Formule 1 directement, mais pas avec les pilotes français en Formule 1 directement, et non pas d'ailleurs par rapport aux écuries aussi. Donc ça joue aussi. Ça joue aussi malheureusement. Et malheureusement pour nous, Théo Pourchaire a été clairement victime de tout ça. Et puis, il y a aussi un point qui est intéressant. C'est que je ne sais pas si on a... il faut que je regarde dans mes signés. Il me semble que... Voilà, j'ai ça. Parce que ça, c'est hyper intéressant. C'est de regarder la grille au total pour 2025. L'arrivée de Gabriel Bortoleto en Formule 1 est une excellente nouvelle pour la Formule 1. Notamment par rapport au nombre de jeunes pilotes que l'on aura l'année prochaine. Rendez-vous compte qu'en 2024, au début de la saison 2023 ou 2024 de Formule 1, au début de la saison 24 de Formule 1, on n'avait aucun rookie qui venait en Formule 1. Aucun qui était au programme. Puisque Sargent avait été confirmé, notamment, Perez était resté du côté de chez Red Bull, que du côté de chez Williams, n'avait pas mis encore Colapinto. Bref, il n'y avait pas de jeunes pilotes qui arrivaient en Formule 1 pour la saison 2024 de Formule 1. Et à la fin de cette saison, donc pour le début de la saison 25 de Formule 1, on aura plein de nouveaux jeunes pilotes qui vont arriver en Formule 1. Antonelli. On aura donc Andrea Kimi-Antonelli, tout jeune pilote italien qui débutera sa carrière en Formule 1 directement du côté de l'une des meilleures écuries de la grille qui est Mercedes. On aura Jack Doohan aussi qui arrivera du côté de chez Alpine qui débutera sa carrière en Formule 1. On aura très certainement Liam Lawson qui a certes fait quelques courses en Formule 1 en 2023 et en 2024, mais il n'a pas encore fait de saison de saison complète en tant que pilote titulaire, justement. Eh bien, Liam Lawson, on aura Oliver Bowman qui sera aux côtés d'Esteban Ocon du côté de chez Toyota Asif Team. On aura également potentiellement Isaac Hadjar aussi qui arrivera l'année prochaine du côté de chez Vizcaya Perbe aux côtés d'un Yuki Tsunoda, et potentiellement même, on attend de voir, eh bien, un certain Franco Colapinto. Où est-ce qu'il sera? Est-ce qu'il sera du côté de chez Williams? Ou est-ce qu'il sera du côté de chez Vizcaya Perbe? Eh bien, Franco Colapinto l'année prochaine, puisqu'on ne sait pas si Carlos Sainz restera du côté de chez Williams ou est-ce qu'il montera du côté de chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen, Carlos Sainz. On sait qu'il y a un petit jeu du côté de chez Red Bull qui voudrait récupérer Carlos Sainz pour laisser Colapinto entrer du côté de chez Williams notamment. Eh bien, ça c'est intéressant, mais rendez-vous compte du nombre de jeunes pilotes qu'on pourra avoir l'année prochaine au total. On pourra avoir Antonelli, Doohan, Liam Lawson, Oliver Burman, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, si je compte bien, et Isaac Hadjar. Ça ferait 7 pilotes. 7 jeunes pilotes qui débuteront leur carrière en Formule 1, ou 7 jeunes pilotes, si on globalise tout ça, qui feront leur première saison complète en Formule 1. C'est quasiment la moitié de la grille qui sera renouvelée l'année prochaine. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le monde de la Formule 1. De voir des jeunes pilotes qui arrivent en masse en Formule 1 l'année prochaine. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est une excellente nouvelle pour la Formule 1 de voir que, allez, on va dire, les jeunes prennent le pouvoir justement en Formule 1 avec une arrivée massive dès le début de la saison 25 de Formule 1. Hadjar, pas avant 2026. Ressenti personnel basé potentiellement sur des informations qu'on a pu lire. Hadjar en 2025, oui, à condition que Colapinto soit du côté de chez Williams et que Sainz signe du côté de chez Red Bull. Et pour être honnête, on en reparlera demain dans le recap F1 avec les dernières informations autour de Sainz qui pourrait potentiellement signer du côté de chez comment ça s'appelle, du côté de chez Red Bull. Voilà. Oui, voilà, ça c'est problème. Ça serait probable, exactement. Mais ce serait extraordinaire, exactement. En vieux papy, il nous reste Fernando, Lewis et Nico, et Sergio qui est sur la sellette. Vous pouvez oublier Sergio Perez, je pense. Vous pouvez nettement oublier un Sergio Perez, pour être tout à fait honnête. Donc ouais. En tout cas, voilà. Voilà par rapport à cette... Voilà,
Voilà par rapport à cette arrivée de Gabriel Bortoleto du côté de chez Sauber Audi à partir de 2025, à partir de la saison prochaine, et pour notamment probablement plusieurs années du côté dans le projet Audi.